Bonjour à tous, merci Paul pour cette invitation dans cette institution prestigieuse. Donc je suis heureux de pouvoir parler aujourd'hui de photosynthèse. C'est vrai que c'est une thématique qui a parfois été un peu oubliée. On en parlait à table, même par les plus grands organismes de recherche. Et de microalgues, qui est un thème assez à la mode, notamment pour les applications dans le domaine de l'énergie. Alors, ma présentation va se diviser en plusieurs parties. D'abord, je vais refaire une petite introduction sur les microalgues. Ensuite, je parlerai de capture de l'énergie lumineuse, des pigments de la photosynthèse, de ses régulations. À la demande de Paul, je tenterai une comparaison au niveau des rendements de photosynthèse entre les systèmes biologiques et les systèmes photovoltaïques. Et je terminerai par des perspectives sur les productivités, les potentialités et la domestication des microalgues pour des usages autres que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Alors, les microalgues et les cyanobactéries, donc quand on parle de microalgues, on englobe un grand nombre d'organismes qui peuvent aller des prokaryotes aux eucaryotes jusqu'aux protistes, qui sont des eucaryotes. Donc c'est une assez grande biodiversité. On a dénombré environ 30 000 espèces et on estime qu'il pourrait y en avoir plus d'1 million. Elles ont une grande importance au niveau des échanges globaux de la planète puisqu'elles représentent une fixation de carbone annuel qui représente 40 à 50% des flux entrants de gaz carbonique dans la biomasse. Donc notamment dans les océans, on voit ici une répartition des concentrations en chlorophylle océanique à partir d'une photo de la NASA qui montre la présence de ces organismes avec des concentrations extrêmement variables qui sont liées à la disponibilité, notamment en nutriments liés aux courants profonds océaniques. Et puis, il ne faut pas oublier que ces organismes ont été à l'origine de la formation du pétrole. Donc, très schématiquement, on distingue les organismes prokaryotiques, donc Steven a déjà décrit, des organismes eucaryotiques, donc les cyanobactéries qui sont les ancêtres des chloroplastes. Donc je ne vais pas détailler beaucoup plus, je crois que Steven a quasiment tout dit sur la question, et puis il vous a aussi raconté les histoires nombreuses d'endosymbiose, dont il contribue à élucider les mécanismes. Donc, merci encore Steven pour cette introduction. Donc on parle beaucoup des microalgues et puis on les voit finalement assez peu. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce sont des organismes qui sont présents dans la plupart des environnements terrestres, liquides, mais aussi dans les sols, sur les rochers, dans les glaces. En fait, dès qu'il y a de l'eau disponible à un certain moment de la journée ou de l'année, ces organismes sont susceptibles de se développer. On assiste parfois même à des proliférations tout à fait spectaculaires, on appelle des blooms ou des efflorescences, qui sont liées à des modifications brutales des intrants, enfin des disponibilités notamment en nutriments, principalement en tout cas ici sous l'effet de pollution liées à des activités humaines ou à des risques comme de diverses natures. Alors, on dit souvent que d'envisager la culture des microalgues pour des usages autres que l'alimentation, c'est un moyen d'éviter les conflits d'usage entre l'alimentation et d'autres possibilités d'utilisation de cette biomasse. Mais il ne faut pas oublier que les Aztèques déjà utilisaient les microalgues comme source de protéines et que tout au cours des temps, diverses populations, notamment ici on voit sur les rives du lac Tchad, utilisent les microalgues, ici des spirulines, ils sont plutôt des cyanobactéries, pour l'alimentation et comme source de protéines. Aujourd'hui, on cultive les microalgues au niveau industriel, dans les pays tempérés, dans les pays industrialisés, notamment aux États-Unis, essentiellement pour alimenter les marchés de l'aquaculture ou de la nourriture pour la santé
ou pour des compléments alimentaires. On consomme du poisson, on nous encourage dès notre plus jeune enfance à consommer du poisson parce qu'il y a des effets qui ont maintenant été prouvés pour la santé. Pourquoi on nous encourage à ça? Parce que les huiles de poisson sont riches en acides gras polyinsaturés. Or, les poissons ne sont pas capables de synthétiser ces acides gras polyinsaturés. S'ils sont riches en ces composés, c'est qu'ils les sont acquis grâce à leur alimentation à travers la biosynthèse qui a lieu dans les microalgues. Donc, l'essentiel du marché, enfin une grosse partie du marché des microalgues est justement lié à la fourniture de ces huiles polyinsaturées, puisque la population humaine augmentant, la demande en composés intéressants pour l'alimentation augmentant également, et les fournitures en ressources de poissons ne suffisant pas à satisfaire toute la population croissante, eh bien, là, il y a un marché qui s'est créé et qui est comblé, qui fait le modèle économique d'un certain nombre de sociétés qui produisent avec succès ce type de composés. Il faut bien se rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, la production industrielle des microalgues, c'est vraiment une économie de niche et que, aujourd'hui, peut-être, ça reste inférieur à 15 000 tonnes de biomasse par an. Donc, c'est quelque chose de très confidentiel, donc essentiellement pour des marchés à haute valeur ajoutée, j'en ai parlé, les compléments alimentaires, les acides gras polyinsaturés, certains antioxydants et de la biomasse pour l'aquaculture. Alors, la question, c'est de savoir, on parle beaucoup des microalgues dans la presse et il y a beaucoup d'espoirs qui sont suscités à travers les diverses générations de biocarburants, donc qui seraient de mieux en mieux et permettraient, au fur et à mesure on avance dans le nombre des générations, de résoudre les problèmes posés par les précédentes. Donc je voudrais revenir à un certain nombre d'éléments fondamentaux pour remettre les choses à leur juste mesure et revenir au moteur du système qui est la photosynthèse. Donc je vous parlais de la capture d'énergie lumineuse. Donc ce qui est important de noter, c'est que l'énergie solaire est extrêmement abondante sur la planète et qu'elle est, par contre, elle est très diluée et qu'elle est largement, sa quantité est largement suffisante pour couvrir tous les besoins en énergie de notre société. Elle a été utilisée au cours des temps géologiques pour former toutes les réserves fossiles que nous connaissons et est utilisée aujourd'hui pour faire entrer le carbone et l'énergie dans les écosystèmes. Alors, l'énergie solaire est captée dans les organismes photosynthétiques par des pigments. On voit ici le spectre d'action de la photosynthèse et on voit tout de suite que l'absorption photosynthétique se fait majoritairement dans les zones bleues du spectre et les zones rouges, laissant ouverte une partie du spectre solaire, ce qui explique d'ailleurs la couleur des végétaux verts. Donc à côté, alors ça c'est le spectre d'action, donc il est possible grâce à l'absorption par les pigments des rayons lumineux. Donc les pigments de la photosynthèse sont les chlorophylles, donc chlorophylle A, B, et des pigments accessoires qui sont des caroténoïdes. Donc ici, j'ai représenté de manière la formule de la chlorophylle. Chlorophylle A, qui présente ici sur un noyau porphyrine complexant un atome de magnésium, donc un groupement méthyle dans le cas de la chlorophylle A et un groupement carbonyle ici à la même place dans le cas de la chlorophylle B, avec un électron délocalisé important dans la capture de l'énergie lumineuse. Alors à côté des pigments chlorophylliens, qui sont de loin les plus abondants, il existe une grande diversité de pigments de type caroténoïde qu'on trouve dans la lignée verte,
donc comme le bêta-carotène, la lutéine, zéaxanthine, dulaxanthine, iraxanthine, et puis un certain nombre d'autres pigments. Il y en a une grande diversité, je ne vais pas tous les décrire, mais qui sont particulièrement présents dans un certain nombre d'organismes photosynthétiques, et notamment des microalgues, des algues brunes, des dinoflagellés. Donc une grande diversité de pigments photosynthétiques. Alors ces pigments sont organisés au sein de complexes présents dans les membranes des photosynthétiques, donc qui associent des protéines. Et on voit ici la structure du supercomplexe du photosystème 2 associée à des antennes mobiles qu'on appelle des Light Harvesting Complex en anglais. Et on voit en vert les molécules de chlorophylle A essentiellement présentes dans le centre réactionnel. Alors j'ai un peu de mal avec les couleurs. Et les chlorophylles B qui sont pour l'essentiel associés aux antennes. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un grand nombre de pigments qui sont disposés pour réaliser finalement une capture la plus efficace possible de la lumière. Et on va le voir un peu plus loin, que cette capture va se traduire en une énergie d'excitation qui, de proche en proche, va aboutir jusqu'à un centre réactionnel. Donc on voit qu'on a un système extrêmement sophistiqué qui permet la capture de la lumière. Donc juste pour mémoire, ici, je présente un autre type d'antenne qui est présent chez un dinoflagellé, qui fait apparaître un pigment majeur qui est un pigment de type caroténoïde, alors que la chlorophylle ne joue dans cette antenne qu'un rôle mineur au niveau de l'absorption. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les pigments se répartissent de manière variable en fonction des familles auxquelles on s'adresse. Dans la lignée verte, on a essentiellement des chlorophylles A, B et des pigments de type caroténoïde. Chez les diatomées, dinoflagellés, algues brunes, on trouve des chlorophylles A et C qui présentent des structures un peu différentes, également des caroténoïdes. Et chez les organismes prokaryotiques, comme les cyanobactéries ou les algues rouges, on trouve des chlorophylles A et D, et également d'autres types de pigments qui sont les phycobiliprotéines. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les microalgues vivent dans un milieu liquide. Pour celles qui vivent pas dans les sols, mais celles qui vivent la plus grande quantité de biomasse présente est présente dans les océans. Donc dans une colonne d'eau, on a une distribution de la lumière qui est variable. Donc avec en surface le spectre solaire, au fur et à mesure on va en profondeur, et bien les intensités rouges diminuent au profit des longueurs d'onde vertes et bleues. Donc ça crée une pression de sélection qui a favorisé l'émergence de capture, de systèmes de capture spécifiques de la lumière verte. Et c'est ce qu'on trouve chez les cyanobactéries. Ça, c'est unique à certaines espèces de cyanobactéries. Ce sont ces antennes spécifiques qu'on appelle les phycobiliprotéines qui font une espèce d'excroissance autour des photosystèmes et permettent une capture efficace des photons situés entre des photons pour l'essentiel verts. Donc une fois la capture de l'énergie effectuée par les antennes, on assiste à un processus de migration d'énergie d'excitation qui va de proche en proche, c'est-à-dire que les molécules de chlorophylle sont disposées dans les antennes de telle manière qu'elles permettent une migration de l'énergie d'excitation de molécule en molécule jusqu'à un centre réactionnel, ici où va avoir lieu une séparation de charge, c'est-à-dire une transformation de l'énergie d'excitation en un mouvement d'électrons. Donc, j'ai passé maintenant à la partie concernant la régulation, la photosynthèse, et j'aborderai les phénomènes de régulation et de fourniture de l'énergie. Alors, je reviens à mon centre réactionnel, ici,
avec une énergie d'excitation qui donne lieu à une séparation de charge. Donc au niveau du centre réactionnel, ce qui est important de comprendre, c'est que l'énergie d'excitation, l'état excité peut revenir à son état fondamental de diverses manières, soit en réalisant ce qu'on appelle de la photochimie, c'est-à-dire un transfert électronique d'un électron qui va être arraché à une molécule donneur vers une molécule accepteur, qu'on appelle QA, qui est l'accepteur primaire de la photosynthèse. Mais on a également des pertes qui sont des pertes de chaleur ou de fluorescence. Ce qui est important de voir ici, c'est que tous les photons ne sont pas équivalents pour l'efficacité photosynthétique. Puisqu'on a une transition, le centre réactionnel à 680 nanomètres absorbe dans le rouge, et tous les photons de longueur d'onde inférieure, c'est-à-dire d'énergie supérieure, eh bien, peuvent contribuer à l'énergie d'excitation qui va donner lieu à une séparation de charge, mais on assistera à une perte énergétique. Donc là, il y a une perte d'efficacité du système photosynthétique, d'une part parce qu'il y a des photons qui ne sont pas absorbés, et d'autre part parce que certains photons eh bien, ne peuvent pas transformer toute leur énergie en énergie chimique. Seuls, ce sont les photons rouges qui sont les plus efficaces. La photosynthèse oxygénique nécessite la présence de deux photosystèmes, le photosystème 2 et le photosystème 1, qui travaillent en série. Je n'ai pas le temps ici de rentrer dans les détails, mais l'histoire évolutive nous apprend que ces systèmes photosynthétiques sont issus de bactéries photosynthétiques de deux types différents qui, à travers les processus de symbiose ou d'endosymbiose, ont permis de s'associer pour donner lieu à des organismes présentant duplication de gènes également, présentant ces deux photosystèmes. Donc actuellement, on ne connaît pas de système photosynthétique permettant de produire des électrons avec un niveau d'énergie suffisant pour réduire le NADP en NADPH. Donc, le produit de la photosynthèse sous forme d'énergie chimique utilisable par le métabolisme, on va le voir plus tard, c'est le NADPH, c'est-à-dire cette molécule qui est produite à partir du NADP de protons. Donc, pour le réduire, en utilisant l'eau comme donneur, la solution qu'a trouvée la nature, qui est la solution unique pour l'instant, c'est d'utiliser deux photosystèmes qui travaillent en série. Donc, le photosystème 2 qui permet la réduction d'un pool de plastoquinone, puis différents transports d'électrons, va donner ces électrons à un autre photosystème, le photosystème 1, qui lui permet la réduction du NADP en NADPH. Donc la fixation photosynthétique du gaz carbonique nécessite, donc c'est ce qu'on appelle le cycle de fixation du carbone, le cycle de Calvin, nécessite du pouvoir réducteur sous forme de NADPH et de l'ATP. ATP qui est également qui est produit par la chaîne photosynthétique, on va le voir un peu plus loin. Donc, on voit ici que la photosynthèse donc, génère un flux d'électrons qui permet la réduction du NADPH. Parallèlement à ce flux d'électrons, se met en place un gradient de protons qui, par l'action des ATPases, va permettre la synthèse d'ATP. Et ce sont le NADPH et l'ATP qui vont être utilisés par le métabolisme. Donc, ce sont les deux transmetteurs chimiques de l'énergie qui vont permettre d'utiliser l'énergie lumineuse transformée par le métabolisme pour la fixation du CO2 et pour tout l'ensemble des réactions métaboliques. Alors, il est extrêmement important d'avoir un couplage le plus efficace possible entre les réactions de transformation d'énergie et les réactions d'utilisation d'énergie. Je
Bon, je travaille au CEA, donc je prends parfois l'image d'une centrale nucléaire couplée à un réseau. Une centrale nucléaire produit de l'énergie, mais il faut qu'elle la dissipe. Si elle n'est pas capable de la transmettre au réseau, on va avoir des gros problèmes. Donc il faut un ensemble de systèmes de régulation qui permettent de réguler la production d'énergie par rapport à l'utilisation. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les systèmes photosynthétiques, puisque tout excès d'énergie, et notamment d'énergie réductrice sur les transporteurs membranaires, va conduire, et qui ne serait pas dissipé, va conduire à des états excités, des destructions de molécules, notamment de protéines. Alors la nature a mis en place tout un ensemble de régulations qui permettent d'assurer un couplage efficace entre la fourniture de l'énergie et son utilisation. Donc je vais en détailler juste deux mécanismes qui sont ce qu'on appelle alors en anglais non-photochemical quenching, donc on pourrait traduire par dissipation énergétique, et l'autre par transition d'état. Alors dans le premier mécanisme, nous assistons. Alors oui, ce que je n'ai pas noté ici, c'est que lorsqu'on regarde l'efficacité de la photosynthèse en fonction de l'intensité lumineuse, donc la photosynthèse répond linéairement à une augmentation d'intensité lumineuse dans une certaine gamme, et au-delà d'une certaine gamme, eh bien, on sature les systèmes photosynthétiques ou métaboliques, et on a un excès d'énergie par rapport à l'énergie qu'on est capable d'utiliser. Donc il existe des systèmes qui vont permettre bien d'éviter de dissiper cette énergie excédentaire. Donc c'est par exemple ce système de dissipation énergétique qu'on appelle non-photochemical quenching, NPQ, qui, sous la réponse du gradient de protons, c'est-à-dire quand le gradient de protons va être élevé, et on va assister à une modification de la conformation des antennes qui va faire qu'au lieu que l'énergie d'excitation aille de molécules de chlorophylle en molécules de chlorophylle, et bien soit à un moment dissipée sous forme de chaleur. Donc ce qui va éviter d'avoir trop d'énergie au niveau des centres réactionnels. Donc ça, c'est un des mécanismes qui implique des systèmes, enfin des protéines spécifiques, et qui implique également des caroténoïdes. L'autre système qui a été mis en place, ça s'appelle les transitions d'état. Alors lui, il ne répond pas à l'excès de protons, mais répond à un excès de pouvoir réducteur. C'est-à-dire que quand le système photosynthétique est surréduit, on assiste à une surréduction des transporteurs intermédiaires du pool de plastoquinone, ce qui a pour effet d'activer une kinase, qui a été identifiée notamment chez les microalgues, qui s'appelle STT7 ou STN7 chez les plantes supérieures, qui phosphorylent les antennes, donc ce sont les antennes mobiles. Donc on a deux types d'antennes. On a des antennes qui sont très proches du centre réactionnel, et des antennes qu'on voyait sur la première diapositive structurale, qui sont un peu plus éloignées, et qui, elles, ont la capacité d'être phosphorylées par cette kinase. Et lorsqu'elles sont phosphorylées, eh bien, les antennes se déplacent du photosystème 2 vers le photosystème 1. Donc ça permet un rééquilibrage de l'énergie d'excitation entre les deux photosystèmes et d'éviter une surréduction des plastoquinones. Alors on voit ici qu'on a deux systèmes de régulation, donc il en existe d'autres que je ne vais pas détailler, mais l'objectif de ces régulations, donc ça ce sont les régulations par le pouvoir réducteur ou par le gradient de protons de la collecte, de l'énergie lumineuse ou du transfert d'électrons, mais on a également tout un ensemble de réductions, de régulations qui ont pour but de moduler l'activité du métabolisme et des enzymes de fixation du carbone. Et tout l'objet de ces régulations, eh bien, c'est d'assurer
un équilibre entre la fourniture de l'énergie et la demande dans des conditions de l'environnement qui sont fluctuantes. C'est-à-dire que les organismes photosynthétiques, et particulièrement les plantes qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien, sont soumises à des variations d'intensité lumineuse au cours des cycles journaliers, sont soumis à des variations d'intensité lumineuse quand les nuages passent, au cours des saisons, sont soumises à des variations de température journalières, saisonnières. Et tout ça, ça demande des régulations extrêmement fines pour éviter des inhibitions qui ont des effets très délétères. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces systèmes sont des systèmes d'adaptation à court terme. Sur le long terme, eh bien, on assiste à ce qu'on appelle un phénomène d'acclimatation, d'adaptation. Sur long terme, on a besoin d'utiliser l'énergie de la manière la plus efficace, c'est-à-dire un système qui va dissiper l'énergie au niveau des antennes, c'est intéressant, mais ça permet d'éviter l'engorgement du système de manière temporaire, mais ça ne permet pas une utilisation optimale de l'énergie sur le long terme. Donc sur le long terme, on assiste à une adaptation. Ce qu'on peut illustrer ici, c'est-à-dire que lorsqu'on fait pousser des plantes ou des algues à des intensités lumière très différentes, c'est-à-dire à l'ombre ou en pleine lumière, sans trop de fluctuations, et on voit qu'on a une utilisation de l'énergie qui est différente, c'est-à-dire un investissement qui est différent, c'est-à-dire à l'obscurité, pas l'obscurité, dans des systèmes peu éclairés, les plantes investissent énormément dans les antennes pour capter le plus de lumière possible et puis être plus efficace par rapport à leurs voisins. Donc investissement dans les antennes, donc on a ici un rendement photosynthétique très élevé, mais par contre, on sature la photosynthèse assez vite. C'est-à-dire qu'on est efficace pour capter de faibles quantités de photons, on a beaucoup d'antennes, mais comme on ne peut pas mettre l'énergie partout, eh bien, ça s'est fait au détriment des capacités métaboliques. Par contre, lorsqu'on observe des organismes qui sont maintenant adaptés à des fortes intensités lumineuses, eh bien, à ce moment-là, on a un système qui est différent, c'est-à-dire qu'on a moins d'antennes, donc on est moins efficace au niveau du rendement photosynthétique. Par contre, eh bien, on est capable d'utiliser les fortes intensités lumineuses, puisque à ce moment-là, on a une capacité métabolique plus grande à absorber le flux photosynthétique. Donc on voit ici que si une plante comme ça est soumise à une forte variation d'illumination, il va y avoir transitoirement beaucoup de lumière en excès. Si on accroît la lumière de manière transitoire, on va avoir beaucoup de lumière en excès. Donc c'est à ce moment-là que les mécanismes dont je vous ai parlé avant vont se mettre en place pour éviter que, que cet effet ait des effets, que cet excès d'énergie ait des effets délétères. Par contre, cette plante-là, si on la fait maintenant, on la met dans des conditions de faible intensité lumineuse, eh bien, elle sera beaucoup moins efficace que celle-là. Donc ça, c'est la manière qu'ont les organismes photosynthétiques de gérer au mieux l'énergie lumineuse. Donc c'est résumé sur cette diapositive-là qui, en fait, n'apporte pas grand-chose de plus. Donc je vais maintenant passer à la quatrième partie de l'exposé, qui est le rendement de la photosynthèse. Je vais tenter une comparaison audacieuse avec le rendement des cellules photovoltaïques. Donc la photosynthèse, donc je vous ai donné les éléments du fonctionnement de la chaîne photosynthétique. Donc, fixation du carbone, qui utilise du pouvoir réducteur et de l'ATP, donc du NADPH. Une molécule de carbone fixée dans du glucose est équivalente à 475 kJ, ce qui représente un sixième d'une mole de glucose. Le rendement, l'énergie d'un photon moyen du PAR, donc c'est Photosynthetic Active Radiation, c'est-à-dire c'est la fraction du spectre lumineux qui est absorbé par les pigments photosynthétiques, représente environ 217 kJ par mol. Donc ce qui nous fait, compte tenu du fait qu'il nous faut 8 photons, puisqu'il nous faut 2 NADPH, ce qui fait 4 électrons, et qu'il nous faut à chaque fois 2 photons pour mettre
en mouvement un électron. Au total, ça nous fait 8 photons. Donc, ce qui nous fait arriver à un chiffre théorique, c'est-à-dire que le rendement théorique maximum de la photosynthèse est de 27%, en tenant compte des photons absorbés. Si maintenant on prend en compte l'ensemble du spectre solaire, puisque une partie du spectre n'est pas absorbée, on arrive à un rendement de 12%. Donc, au maximum, dans l'état actuel de nos connaissances, le rendement photosynthétique de conversion de l'énergie solaire est de 12%. Alors, je vous rappelle ce chiffre, puisque quand on regarde parfois les annonces de certaines sociétés, notamment dans le domaine des microalgues, qui nous annoncent des rendements tout à fait au-delà de ces pourcentages, eh bien on se dit que bon, c'est soit de la mauvaise foi pour essayer de convaincre des investisseurs d'investir dans des technologies qui pourraient être prometteuses, enfin qu'on pourrait l'espérer, soit c'est le plus souvent des extrapolations un peu douteuses sur la base de systèmes pour la plupart verticaux. Alors attendez, je suis parti dans le mauvais sens. Donc on a 12%. Alors ces 12%, je vous dis tout de suite, on ne les atteint pas dans des systèmes de culture. Puisque ça prend en compte que l'énergie de la photosynthèse. La transformation initiale de la photosynthèse en molécules de sucre. Après, il y a tout un ensemble de coûts qui sont liés au coût de maintenance du système. Il faut entretenir le système photosynthétique, il y a de l'énergie qui part dans la respiration, il y a de l'énergie qui part dans ce qu'on appelle la photorespiration, qui est un système qui est lié à la présence d'oxygène qui rentre en compétition au niveau de l'enzyme qui est la Rubisco. Il y a tout un ensemble de pertes qui font que le maximum théorique chez les plantes C3, chez les plantes C4, qui a été calculé dans cette étude que je cite ici, est de l'ordre de 4 à 6% chez les plantes C4. Alors pourquoi il y a une différence entre les plantes C3 et les plantes C4 ? Puisque les plantes C4 ont développé des systèmes de fixation, de concentration du CO2 qui permet de leur être plus efficace. Alors ça, c'est quand on prend en compte les rendements sur des temps courts. Si on le prend maintenant sur une année, compte tenu des variations d'intensité lumineuse, en tout cas sous nos latitudes, et de température, eh bien on arrive à des chiffres qui sont encore plus faibles. Alors, je n'ai pas mis ici les microalgues, parce que je ne dispose pas de données. Enfin, on en a, mais qui n'ont pas été obtenues forcément dans les mêmes conditions. Et c'est extrêmement difficile de faire la comparaison à partir des données de la littérature entre ce qui est produit, entre les rendements de conversion de systèmes mesurés en champ et des systèmes mesurés sur des microalgues, puisqu'on compare toujours des choses qui ne sont pas comparables, c'est-à-dire des systèmes qui sont produits dans des champs avec des systèmes qui sont produits dans des photobioréacteurs ou des raceway. En fait, la comparaison est très difficile et mériterait d'être faite. En tout état de cause, les microalgues reposent exactement sur les mêmes principes de la photosynthèse et possèdent, comme les plantes C4, des systèmes de concentration du CO2. Et il est très probable que les rendements maximums se situent entre 12% et 6%. La différence qui probablement existe entre les deux types d'organismes, c'est que les plantes supérieures utilisent une bonne partie de leur énergie pour synthétiser des polymères complexes, qui sont, Hermann en a parlé tout à l'heure, les celluloses, les hémicelluloses, les lignines qui leur ont servi à s'ériger, et également synthétisent un système racinaire extrêmement dense qui correspond à une grosse partie de la biomasse qui, la plupart du temps, n'est pas récoltée. Donc je vous présente ici, alors tout à fait à titre indicatif, les systèmes de concentration du gaz carbonique qui sont présents chez les microalgues. Donc on en a deux types. Un type qui fait intervenir des pompes à bicarbonate et des anhydrases carboniques, qu'on trouve notamment chez les algues vertes, et un type qui a été décrit chez les diatomées,
qui est intéressant puisqu'il fait intervenir une carboxylation en 2 temps avec une PEP carboxylase et une Rubisco sur un modèle proche de celui qu'on trouve dans les plantes de type C4. Alors maintenant, si on compare le rendement de la photosynthèse à celui des cellules photovoltaïques, donc j'ai repris une étude qui a été publiée l'année dernière dans la revue Science qui faisait état de... Bon, on fait maintenant des cellules photovoltaïques avec des rendements qui sont plus importants, mais un rendement moyen même assez bon plutôt d'une cellule photovoltaïque commerciale de 18%. Donc si maintenant on prend en compte un certain nombre de variations qui sont liées à des variations d'efficacité au cours de l'année, alors ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on compare. Une cellule photovoltaïque est produit d'électricité, une plante ou une microalgue est produit de la biomasse. Donc il faut comparer des choses qui soient comparables. Donc, il faut essayer, l'électricité produite par les cellules photovoltaïques, il faut la stocker. La biomasse, c'est une énergie qui est stockable. L'électricité, c'est une énergie qui est plus difficilement stockable. Donc, on peut tenter une comparaison en couplant un système photovoltaïque à un électrolyseur, donc, qui présentera un rendement actuellement de 80%, ce qui nous fait un rendement maximal possible de 14%. À cela, il faut prendre en compte un certain nombre de pertes liées à l'inadéquation entre la fourniture, c'est un peu le même problème que ce qu'on avait sur les systèmes photosynthétiques, il faut une adéquation entre la fourniture d'énergie par la cellule photovoltaïque et ce que peut avaler notre électrolyseur. Donc ça induit des pertes en ligne, ce qui nous aboutit à un rendement de 11%. Donc on voit qu'on est dans des... Alors tout dépend ce qu'on compare, mais on est dans des gammes de données qui sont comparables. On va voir un peu plus tard que ce petit calcul ne suffit pas à la comparaison. Alors, une différence entre les deux systèmes, eh bien, c'est l'absorption du spectre lumineux. On a vu que les cyanobactéries étaient les plus efficaces dans leur capture de l'énergie lumineuse, puisqu'elles étaient capables de valoriser la partie bleue du spectre, verte du spectre, eh bien, on limite aux alentours de 700 nanomètres, alors que les cellules photovoltaïques absorbent une beaucoup plus grande partie du spectre de l'énergie solaire qu'on voit représenté ici. Toutefois, tout comme les systèmes photosynthétiques, les systèmes photovoltaïques ne permettent pas on a une énergie de transition liée à notre système qui fait que l'énergie supplémentaire de photons plus énergétiques sera perdue sous forme de dissipation thermique, tout comme dans les systèmes photosynthétiques. Alors, dans cette étude publiée dans Science, les auteurs proposaient finalement, ils font l'observation que les deux photosystèmes de la photosynthèse sont en compétition pour l'utilisation de l'énergie lumineuse, puisqu'ils absorbent dans des mêmes gammes du spectre lumineux. Par contre, il existe dans la nature des organismes, qui sont certaines bactéries photosynthétiques, qui sont capables, à travers des centres réactionnels, de valoriser les photons situés entre 700 et 1000 nanomètres. Donc ça, c'est une piste de recherche futuriste qui pourrait être de mieux utiliser l'énergie solaire en transformant le photosystème 1, en remplaçant le photosystème 1 des plantes par celui de bactéries photosynthétiques pour mieux valoriser l'ensemble du spectre solaire comme le font les cellules photovoltaïques. Donc je reviens à la comparaison. Donc, on voit qu'on a différents moyens de produire de l'énergie à partir de l'énergie solaire, donc des cellules photovoltaïques qui peuvent produire de l'hydrogène, des microalgues qu'on appelle biomasse de 3e génération, qu'on va le voir un peu plus tard, peuvent être transformées, peuvent servir à produire du biodiesel ou produire de l'hydrogène, des plantes supérieures qui produisent de la biomasse qu'on appelle 2e génération, qu'on peut transformer en éthanol ou aussi en biodiesel, comme Hermann l'évoquait. On a parlé de rendement de conversion brute. Donc
On voit qu'on a des systèmes qui sont très efficaces, des systèmes qui sont de moins en moins efficaces. Par contre, ce qui est essentiel à prendre en compte, et on avait commencé la discussion tout à l'heure, c'est quelle est l'énergie consommée, c'est-à-dire quelle énergie faut-il rentrer dans le système, eh bien, pour concevoir ces systèmes, pour les rendre durables. Et on voit ici que plus les systèmes qu'on élabore sont efficaces, finalement, plus on a rentré d'énergie, enfin bon, j'ai mis ça de manière très approximative, plus on a rentré d'énergie dans le système. Et ce qui compte, à la fin, c'est quelle énergie nette on retire de ces systèmes. Sans compter les analyses de cycle de vie, la durabilité, l'empreinte sur l'environnement, etc. Donc la comparaison est loin d'être simple, et il faut se méfier de comparaisons qui ne prennent en compte que la production brute comme la production brute de champs de blé ou de maïs. Ce n'est pas la productivité à l'hectare qui est importante, je crois que c'est pas la productivité brute, c'est la productivité nette en prenant l'ensemble des coûts, dont les coûts environnementaux. Donc j'aborde la dernière partie, combien il me reste ? Donc les microalgues pour la production de biomasse. Donc on avance souvent un certain nombre de qualités donc pour les microalgues. Donc productivité surfacique élevée. Donc là j'ai pris des chiffres qui proviennent d'une étude qui a fait des comparaisons. Donc, je reviens sur la critique que je faisais tout à l'heure, les comparaisons sont très difficiles. Toutefois, il semblerait toutefois que dans des conditions à peu près comparables, les microalgues aient une productivité surfacique supérieure à celle des plantes terrestres, un facteur 2, 2,5, peut-être 3. Bon, c'est l'ordre de grandeur. Donc ça, c'est un avantage. Elles ont une composition en biomasse qui est flexible, et puis surtout qui n'a pas l'inconvénient de présenter une grosse partie, un gros contenu en polymère complexe qui coûte beaucoup d'énergie à être synthétisé et ensuite qui pose des problèmes pour être débobiné, soit par des processus thermochimiques, soit par des processus biologiques. Donc la biomasse des microalgues est composée pour l'essentiel de protéines, de lipides, d'amidon, et puis elle est très flexible. C'est-à-dire selon les conditions du milieu, eh bien, on assiste à des remobilisations de la composition. Alors, donc, les autres avantages, compétition limitée avec la production alimentaire, c'est sûr, dans la mesure où on les cultive sur des zones qui ne sont pas encore utilisées pour l'agriculture. Par contre, il faut savoir qu'on pourrait utiliser les microalgues pour la production alimentaire, hein, c'est quand même une source de protéines jusqu'à présent. Et puis, elles permettent de limiter l'utilisation d'eau. Ça a été montré par des études technico-économiques. Ça dépend des procédés et permettent le recyclage des eaux résiduelles, du CO2. Les inconvénients sont des espèces qui n'ont pas été domestiquées. Toutes les cultures, pour l'instant, sont basées sur des espèces naturelles et on va voir les conséquences que ça a. Et puis, le gros inconvénient, c'est que les systèmes de culture sont encore coûteux et beaucoup plus coûteux que l'agriculture classique. Alors, je crois que l'avantage principal de ces organismes, c'est qu'on a un couplage extrêmement proche entre le métabolisme photosynthétique et le métabolisme des réserves. Donc, j'ai un peu raccourci les chaînes. Hein. Steven me dirait que j'ai oublié pas mal d'enzymes là-dedans. Mais certains organismes présentent une hydrogénase qui est directement couplée à la chaîne photosynthétique. Donc, ce qui permet d'avoir peut-être le système qui est le plus simple, c'est un transformateur d'énergie lumineuse qui produit un courant d'électronique qui peut réduire les protons et produire de l'hydrogène. Ça, c'est probablement le système le plus simple qu'on puisse imaginer et le plus efficace à partir de systèmes biologiques. Et après, il y a les systèmes qui conduisent, à travers la photosynthèse, la fixation de CO2, à produire des réserves sous forme d'amidon et de lipides. Ce qui est important de noter, donc certaines microalgues accumulent des quantités importantes de lipides, jusqu'à 50, 60, parfois 70% du poids sec. Donc, les gens ont vite fait de faire la péréquation et de dire qu'on a des rendements en hectares plus importants, on a des teneurs aussi beaucoup plus fortes. Donc, si on multiplie ces rendements à l'hectare élevés par ces teneurs fortes,
ça nous fait des potentiels de production de biodiesel à l'hectare, enfin d'huile qui peut être transformée en biodiesel, de 75 à 90 tonnes, comparé à ce qu'on observe chez les plantes cultivées. Donc c'est largement supérieur. Alors, ce qu'on oublie, c'est que, bon, ça, c'est un calcul théorique, et qu'en pratique, déjà, les quantités produites sont beaucoup moindres. Donc là, on a un verrou biologique, c'est que, finalement, ces composés d'intérêt qui sont les lipides ou l'amidon, qui sont très riches en énergie, peuvent être transformés en biocarburants, eh bien, ils sont accumulés dans des conditions où la croissance n'est pas optimale. C'est-à-dire que ça correspond à une stratégie d'adaptation des organismes. Quand les conditions du milieu sont moins bonnes, par exemple une carence en azote, on arrête la synthèse des protéines, on arrête la division et on accumule des réserves. Et pendant toute cette phase-là, eh bien, la biomasse ne s'accroît pas. C'est-à-dire que ce calcul-là, on n'a pas le droit de le faire. Alors, donc si je reprends mon schéma ici, oui, alors ça, je passe là-dessus. Donc ça, c'était pour l'accumulation de lipides. Maintenant, pour l'hydrogène, on a également ici, alors, lorsqu'on éclaire des micro-organismes photosynthétiques en conditions anaérobies, on a une production d'hydrogène sur les quelques premières minutes de l'éclairement qui est extrêmement efficace. C'est-à-dire que tout le flux électronique là vers sur la production d'hydrogène. C'est le système quasi idéal. On est proche des rangements maximum de la photosynthèse. Par contre, ça ne dure pas longtemps. Et là, la raison, elle est la même, c'est-à-dire que la pression de sélection a fait que ces organismes, eh bien, ils n'ont pas été designés pour perdre leur énergie sous forme d'hydrogène. Et dans la nature, ce système sert plutôt à une soupape de sécurité qui permet, quand tous les autres systèmes de régulation que je vous ai décrits auparavant sont dépassés, eh bien, d'éviter une surréduction des systèmes et une destruction des systèmes photosynthétiques. Donc c'est un mécanisme, là encore, de régulation. Alors, donc je reprends finalement, je fais suite à la présentation de Loïc ce matin, qui nous racontait l'histoire des plantes cultivées, et que finalement l'homme, à travers des expériences de sélection et d'amélioration, a pu réorienter le métabolisme énergétique des plantes vers une accumulation de réserves qui est surdimensionnée par rapport à ce dont elles ont besoin pour survivre dans l'environnement naturel. Donc ça, c'est la domestication. Et c'est tellement surdimensionné que quand on n'a jamais vu un maïs produit dans un champ s'échapper et aller pousser tout seul dans la nature parce qu'il a besoin d'un environnement autour pour exprimer son potentiel. Donc sur les microalgues, pour l'instant, les gens, ils cultivent ils en sont là, c'est-à-dire ils cultivent des organismes qu'ils ont pris dans le milieu naturel et qu'ils trouvaient un peu intéressants. Mais on a bien vu que pour leur faire accumuler des composés d'intérêt énergétique, eh bien, il faut les domestiquer. Et ce qu'a présenté Loïc ce matin, c'était de montrer qu'on avait identifié grâce à la génomique qu'il y avait qu'un nombre réduit de gènes qui permettaient cette domestication. Et tout l'enjeu des biotechnologies des microalgues, c'est finalement, à travers la génomique, la génétique et la biotechnologie, c'est de se donner des outils qui vont nous permettre d'identifier ces quelques gènes régulateurs clés qui permettent de réguler, de déréguler le système et de le réorienter, pas pour la survie de l'espèce, puisque jusqu'à présent la pression de sélection elle était dans ce sens-là, mais pour nous fournir à nous des composés pour notre économie, on va dire. Et tout ça, c'est difficile à faire dans l'état actuel des choses, puisque pour domestiquer un système, il faut savoir dans quelles conditions on va le produire. C'est sûr que si on cultive des microalgues avec du lagunage, on n'a pas besoin de domestiquer les espèces. Elles ont déjà été habituées à rentrer en compétition et à survivre au milieu d'une compétition avec d'autres organismes. Par contre, plus on va rentrer de la technologie, plus on va contrôler le système, plus on aura besoin d'organismes qui ont été optimisés pour leur faire exprimer leur plein potentiel. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il est essentiel au niveau de la recherche de travailler sur les mécanismes d'identification des gènes, mais le plus tôt possible d'essayer de prendre en compte les contraintes liées à la technologie pour faire avancer cette domestication de la manière la plus efficace. Donc je vais juste, dans les quelques minutes, ou dans la minute qui me reste, donner quelques exemples, ça sera très bref, qui ont été effectués sur l'algue modèle qu'on utilise au laboratoire, qui est Chlamydomonas reinhardii, qui présente un certain nombre d'avantages puisqu'elle
permet de faire des analyses génétiques, on dispose d'un certain nombre d'outils, elle est capable de produire de l'hydrogène, d'accumuler des lipides. Et donc, je vais juste vous donner l'exemple d'un crible qu'on a réalisé au laboratoire. Donc, l'idée, c'était de se dire, on va essayer de déréguler le système photosynthétique pour essayer d'augmenter la production d'hydrogène. Et pour ça, on a utilisé la fluorescence comme une sonde. Je vous ai expliqué que les différentes voies de désexcitation étaient en compétition et que finalement, en suivant la fluorescence de la chlorophylle, eh bien, on avait un moyen de sonder l'activité des photosystèmes. Donc, c'est ce qu'on a réalisé. On a réalisé une mutagénèse aléatoire, insertionnelle, pour créer tout un grand nombre de mutations, avec une cassette de résistance antibiotique. Et on a isolé des mutants avec des systèmes d'imagerie qui présentent des transitoires de fluorescence différentes qui correspondent à des régulations du flux d'électrons différentes au moment de la phase d'illumination. Donc, on a toute une collection de mutants qu'on a isolés, et je vais juste vous présenter un de ces mutants qui s'est trouvé donc présenter une fluorescence de ce type, ici, là, en vert, un peu affecté dans cette partie de la transitoire. Et cette trouvée est affectée dans une protéine, PGRL1, qui agit dans le transfert cyclique des électrons. Je vous ai dit que l'ATP et le pouvoir réducteur étaient les deux drivers, les deux points importants pour faire fonctionner le métabolisme, et que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour que le métabolisme fonctionne bien, il y a un petit déficit en ATP, et que pour que ce déficit en ATP soit fait, il y a un transfert cyclique qui se met en place autour du photosystème 1, qui permet de faire plus de protons, de faire plus d'ATP. C'est un moyen de réguler la fourniture en ATP pouvoir réducteur par rapport à la demande du métabolisme. Donc chez ce mutant, cette petite protéine est absente. Alors, ce qui est tout à fait étonnant de voir, c'est que la production d'hydrogène, ici chez le sauvage, eh bien, elle part de la même manière chez le mutant, mais elle continue de manière beaucoup plus forte. Donc on a dérégulé le système, et la production d'hydrogène est beaucoup plus importante. Et ce qui est marrant de voir, c'est que quand on met un découplant, donc qui abolit le gradient de protons, donc on va faire des petits trous dans la membrane avec ce composé qui va refaire passer les protons des deux côtés, eh bien on se retrouve dans une situation comparable dans les deux cas. Donc ça veut dire que le gradient de protons qui se met en place ici, à travers ce flux cyclique, eh bien, il crée un frein au niveau de ce complexe et il limite le flux d'électrons sur l'hydrogénase. Quand on l'abolit, eh bien, on envoie beaucoup plus d'électrons vers l'aval. Et comme le système, dans ces conditions-là, il n'est pas prêt à les accepter, eh bien, il envoie tout sur l'hydrogénase. Donc ça montre en quoi une dérégulation du système photosynthétique eh bien, permet d'accroître le flux vers la production d'hydrogène. Et le dernier exemple très bref que je vais donner, qui est beaucoup moins abouti, mais c'est juste pour vous illustrer le type de recherche qu'on peut mener, c'est lié à l'accumulation de lipides. Donc, je vous ai dit que l'accumulation de lipides donc on voit ici cette petite gouttelette jaune vue par la fluorescence du Nile Red, était quelque chose qui pouvait être intéressant, mais à condition d'être capable d'induire l'accumulation de ces composés dans des conditions optimales de croissance sans avoir recours à la carence qui nuit fortement à la productivité globale du système. Donc, de la même manière, ici, on voit qu'à travers la création d'une banque de mutants, eh bien, on peut isoler des individus qui présentent une fluorescence ici de la sonde lipophile qui est beaucoup plus importante que la souche sauvage en conditions normales et qui accumule ici des gouttelettes lipidiques en conditions tout à fait normales de croissance. Donc ça montre qu'il existe des gènes là, qui sont en cours d'étude au laboratoire qui permettent de déréguler le dialogue entre les réserves, la photosynthèse et le métabolisme et qui permettent d'accumuler les composés de réserve quand l'organisme n'en a pas besoin. Voilà. Donc on a quelque part dérégulé ce système, donc charge à nous maintenant d'identifier qu'est-ce qui a été modifié. Donc, quelles sont actuellement, j'en terminerai par là, les voies d'amélioration des microalgues qui sont considérées. Donc, on a vu accumulation de composés de réserve en l'absence de carence, efficacité de capture d'énergie lumineuse. Donc, je vous ai pas mal parlé dans l'introduction de la capture d'énergie lumineuse. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le milieu naturel, la compétition des espèces photosynthétiques se fait beaucoup par l'efficacité de la capture. Dans un système industriel où on veut optimiser l'utilisation de la lumière,
l'efficacité globale du système se fait au détriment de l'efficacité individuelle. C'est-à-dire un organisme qui va chercher à être plus efficace que les autres, il va prendre beaucoup plus de lumière, mais par contre, il va faire de l'ombre aux autres. Donc, on cherche actuellement, et c'est une voie de recherche qui est menée dans différents laboratoires, à diminuer la taille des antennes pour que globalement, le système ait une meilleure productivité. Un autre voie de recherche, c'est le stress oxydant, qui est important, notamment dans la concentration en oxygène importante dans les photobioréacteurs. Et des voies aussi qui sont des voies innovantes, c'est l'excrétion de lipides. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant quand les algues sont sorties du milieu aquatique et qu'elles ont colonisé le milieu terrestre en devenant des plantes. Elles ont eu besoin de se protéger des pertes en eau, et elles l'ont fait en acquérant des surfaces extrêmement imperméables, qui sont les cires, les cutines, qui sont des polymères de lipides. Et ça veut dire qu'elles ont été capables d'exporter des lipides et de les polymériser à leur surface. Et on a pu montrer récemment au laboratoire qu'on a retrouvé des traces de ces systèmes d'export dans les microalgues. Et ça, c'est une voie de recherche qui nous paraît très intéressante, puisque les analyses technico-économiques nous montrent que produire des microalgues, c'est intéressant, mais après, il faut les récolter. Donc, c'est des systèmes qui sont dilués. Il faut concentrer la biomasse. Tout ça, c'est un coût énergétique fort. Et qu'une voie peut-être futuriste d'amélioration, bien, ça consisterait à faire produire dans le milieu les composés d'intérêt, ce qui éviterait pas mal d'étapes énergivores. Enfin, le développement de nouveaux modèles. Et ça, je crois qu'on est très en retard actuellement sur les microalgues. Chez les plantes, il y a beaucoup de modèles qui sont disponibles pour l'amélioration. Chez les microalgues, il y a très très peu de modèles. On commence à connaître des génomes, mais on a très peu d'outils, on a très peu d'espèces qui se prêtent au croisement et à l'analyse génétique. Donc, et je reviens à cette diapositive que j'ai largement commentée pour vous dire que cette amélioration, eh bien, elle doit être menée probablement de manière le plus concertée possible entre ceux qui pensent l'amélioration et la domestication des souches et ceux qui pensent les systèmes de culture et de traitement de la biomasse. Et je vous remercie pour votre attention.